Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Merci à Denis Boquet et à Hélène Nat. Illustration de Daniel Blancou, copyright. L'ouvrage a bénéficié du soutien de l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, ENSAS, et de l'équipe de recherche AMUP UR 7309, ENSASINS à Strasbourg. Ville et entreprise, collection dirigée par Alain Bourdin et Jean Rémy. La ville peut être abordée selon des points de vue différents: milieu résidentiel, milieu de travail, milieu de culture. Ceux-ci peuvent être entremêlés ou séparés. Il en va de même des groupes sociaux qui communiquent à travers ces divers types d'enjeux. La dimension économique n'est jamais absente, mais elle entre en tension avec la dimension politique. Ainsi peut-on aborder la conception urbanistique ou architecturale, l'évaluation des politiques sociales ou socio-économiques et les formes d'appropriation par divers acteurs. Pour répondre à ces interrogations, la collection rassemble deux types de textes. Les premiers s'appuient sur des recherches de terrain pour dégager une problématique d'analyse et d'interprétation. Les seconds, plus théoriques, partent de ces problématiques, ce qui permet de créer un espace de comparaison entre des situations et des contextes différents. La collection souhaite promouvoir des comparaisons entre des aires culturelles et économiques différentes. Dernière parution. Vulapé Méga, la promesse des villes pour le meilleur des mondes possibles. Au cœur des objectifs du développement durable 2030, à l'ère de la géopolitique urbaine, 2020. Stéphanie Minchella, les entreprises à l'heure du flex office, contexte, enjeux, vécu 2020. Yves Couillard, la gouvernance des entreprises industrielles. Du management opérationnel, 2020. René Kahn, Roselyne Lesquer et Jean-Michel Kaosianski, DIR, Culture régionale, développement économique. Des ressources territoriales pour les économies régionales, 2014. Yves DRAUSSIN, Saint-Quentin en Yvelines, le centre-ville 1973 à 2003. Une épopée urbaine, 2013. Lambert MOSSOA, les politiques urbaines en Afrique saharienne. Contours réels, 2012. Jean-Luc Roch, une sociologie de la petite ville, 2011. Pierre-Yves Léo et Jean-Philippe Dir, Ville moyenne et services aux entreprises, 2011. Monique Richter, pour une réhabilitation de l'habitat créole à Mayotte, 2010. Guillemette Pince, la réhabilitation des quartiers précoloniaux dans les villes d'Asie centrale, 2009. Alessia de Biaz et Monica Coralli, Espace en commun. Nouvelle forme de penser et d'habiter la ville, 2009. Jean-Luc Roch, La fin des petites villes, 2009. Introduction. Préfabrication, NF. Système de construction permettant de réaliser des ouvrages au moyen d'éléments standardisés, ou composants, fabriqués d'avance et que l'on assemble suivant un plan préétabli. Cette manière rationnelle de construire est utilisée afin d'en réduire le temps et le coût, tout en gagnant en précision et en qualité. L'analyse des prototypes d'habitats préfabriqués qui ont jalonné le XXe siècle et l'examen des théories qui les ont suscités mettent à jour une évolution de la préfabrication de l'habitat riche d'enseignements. Il nous éclaire aujourd'hui sur les modes de mise en œuvre de la préfabrication, sur les relations entre ces différents acteurs aussi bien que sur la validité des dernières expérimentations la concernant. Ce panorama rétrospectif de l'industrialisation de la production de logements, jalonné des réussites et échecs de projets d'architectes et de constructeurs, ne peut que nous interroger sur le devenir des processus de fabrication de l'habitat. Car en ce début de XXIe siècle, partout dans le monde, la préfabrication est utilisée dans la plupart des constructions contemporaines, allant à minima d'éléments manufacturés tels que les fenêtres ou les portes jusqu'aux bâtiments complets construits en usine. Cette industrialisation contemporaine de l'habitat, argument de vente aussi bien que vecteur de culture architecturale et sociétale, puise de fait ses idéaux modernistes au début de l'ère industrielle. Dès la fin du XIXe siècle, avant d'être théorisée et généralisée, la préfabrication a été utilisée de façon pragmatique pour exporter le confort occidental vers les colonies britanniques à bâtir rapidement. Ainsi dans tout l'empire colonial britannique, en particulier vers les territoires inexploités de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Amérique du Nord,
le Royaume-Uni utilisa la préfabrication en bois. Cette technique fut largement adoptée par les pionniers américains pour leur construction provisoire, avant que son emploi ne se généralise à travers tous les États-Unis pour des habitations permanentes. La technique de balloon frame des premiers kits conçus par les pionniers en la matière sur le vieux continent évolua progressivement vers des ossatures plus élaborées et plus solides. Depuis, les usages et les techniques de la préfabrication ont progressivement évolué et se sont répandus mondialement. Bien qu'exploitée à l'échelle locale, la préfabrication a toujours été nourrie d'influences stylistiques et techniques de différents pays concepteurs de prototypes dont les États-Unis, la France, l'Angleterre et le Japon. En Occident à l'ère industrielle, alors que se posait la question de la rationalisation des coûts et des ressources, la préfabrication se développa fortement. Car elle permettait de satisfaire à une question incontournable à l'époque: comment rendre l'habitation et sa construction plus modernes, plus qualitatives, plus rapides et surtout plus économiques? La réponse se trouvait dans sa mécanisation. Ainsi, dès la Première Guerre mondiale, certains architectes précurseurs émirent des théories, développèrent des projets et concepts et construisirent de nouveaux prototypes. Depuis l'apparition des premières kit houses, en bois et livrées en kit, les États-Unis sont devenus aujourd'hui les principaux producteurs et consommateurs de maisons préfabriquées. Les ressources forestières abondantes et le large réseau ferré américain permirent la diffusion rapide des maisons en kit sur tout le pays et facilitèrent le développement d'entreprises de construction dédiées. Les routes, quant à elles, ont peu à peu renforcé la préfabrication en permettant le transport d'éléments déjà assemblés en panneaux et modules tridimensionnels. La politique constructive américaine était alors, et est toujours favorable à la maison individuelle et à la banlieue en raison du vaste territoire dont il dispose. C'est dans ce contexte que les théories modernistes d'industrialisation de l'habitat ont trouvé un terrain de développement. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, alors que le modernisme diffusait son idéologie industrielle et que la guerre avait forcé les progrès techniques, la préfabrication prit son essor. La suite du XXe siècle fut jalonnée de prototypes de maisons conçus par des architectes, des ingénieurs ou des designers pour être fabriqués en usine en vue de la grande série. La préfabrication connut dès ses débuts une formidable évolution technique et culturelle. La rationalisation de la construction la fit progressivement passer d'un simple outil de construction à un concept porteur de sens. L'industrialisation de l'habitat devint alors un thème central de l'architecture moderne, et le moyen de diffuser le concept de maison nouvelle. Chaque prototype était alors conçu comme la maison idéale, dont les contours dessineraient un style de vie moderne et heureux. La réalité du marché fut telle pourtant, que la plupart de ces prototypes n'ont pas pu être développés en grande série et se soldèrent par un échec commercial. Si certains eurent le succès escompté, d'autres ne furent vendus qu'en très petit nombre tandis que d'autres encore restèrent à l'état de prototype. Mais cela ne décourageait pas les architectes de concevoir de nouveaux projets. Les nombreuses innovations techniques du XXe siècle furent autant d'occasions de développer un modèle qui serait, cette fois-ci, l'habitat idéal. Malheureusement, la lutte qui oppose forme et fonction a été l'une des constantes de cette quête absolue architecturale. Ces deux aspects a priori opposés renvoient à différents enjeux que la réalité du marché, les politiques constructives locales ou encore le potentiel commercial des projets ont toujours soulevé. Certains prototypes ont mis en œuvre des technologies de pointe sur des formes d'habitation classiques, afin d'explorer l'aspect technique de la maison en tant qu'objet high-tech, dans la lignée de la machine à habiter du Corbusier. D'autres projets, au contraire, ont utilisé des techniques connues et éprouvées et ont concentré leurs recherches sur un design et un usage contemporain du lieu, revisitant dans chaque prototype la question de l'habiter. Bien que les recherches concernant les technologies constructives et les typologies d'habitat soient rarement menées de front au sein d'un même projet, certains prototypes sont cependant porteurs de cette ambition et parviennent avec succès à concilier ces deux composantes de l'architecture. Les intérêts du marché ainsi que l'équilibre des rôles entre industriels et architectes sont deux aspects primordiaux de l'industrialisation de l'habitat. Leur négligence fut la raison de l'échec commercial de nombreux projets. Les modèles qui connurent un certain succès commercial rassemblèrent les qualités d'une conception architecturale dont l'esthétique et l'usage plaisaient au grand public,
et les qualités d'une conception industrielle par l'optimisation des matériaux, du transport et de l'assemblage. Certains prototypes de grande qualité architecturale n'ont pourtant pas connu ce succès. La demande en logement, et ou la capacité de l'industrie à rationaliser ces prototypes, n'étant pas suffisante à ce moment-là pour les faire émerger. Dans d'autres cas, la technique a pris le pas sur la conception afin de rentabiliser au maximum les coûts, avec à la clé des maisons économiques et formellement proches des maisons traditionnelles, mais dont le succès repose principalement sur le prix de vente. L'histoire de la préfabrication de l'habitat révèle un manque de confiance récurrent envers la conception architecturale et sa capacité à répondre aux besoins d'usage et aux contraintes inhérentes à la préfabrication. Les concepteurs furent cependant toujours conscients du grand potentiel de la préfabrication, et de nombreux architectes et industriels s'emparèrent de ce procédé en travaillant de concert à son développement. En France, l'après-Seconde Guerre mondiale a vu l'essor de multiples expérimentations de procédés de construction alors innovants, utilisant la préfabrication et le nouveau matériau qu'était alors le béton armé, en vue de la reconstruction. L'industrialisation de la construction était alors déjà en marche, mais nécessitait d'être accélérée et de s'organiser. C'était tout le domaine de la construction qu'il fallait moderniser, et les besoins de logement étaient sans précédent. Le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme fut constitué dans cet objectif. Les choix politiques en matière de développement urbain qui en découlèrent s'orientèrent alors fortement vers le logement collectif en grands ensembles et leur préfabrication en béton, alors pleine de promesses. La préfabrication trouva sa place au sein des paradigmes architecturaux à partir du moment où elle fut théorisée en 1946 par Paul Abraham, sous le titre « Architecture préfabriquée ». D'un geste technique, elle devint une manière de concevoir et d'appréhender l'architecture. Dans l'urgence de la situation et face à la masse des besoins cependant, des problèmes techniques sont apparus dans les constructions réalisées, en raison de l'utilisation de techniques récentes peu ou non éprouvées. Les grands ensembles érigés très rapidement grâce aux nouvelles techniques d'éléments de façade préfabriqués en béton furent appréciés pour les aménités modernes qu'ils proposaient alors, mais ont rapidement montré des faiblesses d'isolation thermique et phonique. Ces insuffisances de confort, ainsi que l'appauvrissement de l'architecture des tours initialement inspirées des théories corbuséennes et conçues de plus en plus sommairement, ont contribué à une connotation négative de la préfabrication auprès du grand public. La masse des besoins a, quant à elle, conduit à une utilisation extrêmement prolongée d'installations prévues initialement pour des usages temporaires. La plupart des écoles primaires et de nombreux logements temporaires édifiés dans ce contexte ont marqué négativement plusieurs générations. Conscients à la fois du potentiel, mais aussi du peu de recul qu'offraient les nouvelles techniques de préfabrication utilisées déjà massivement pour la reconstruction, le magazine L'Architecture d'aujourd'hui publia en janvier 1946 un numéro dédié à la préfabrication et l'industrialisation. Déjà se posaient les problématiques du sur-mesure et de la crainte de perdre le sens premier de l'architecture qui est de bâtir et d'organiser l'espace pour des usages particuliers. Lorsqu'en préface Pémélan écrivit « Alors peut-être verrait-on apparaître les maisons en série, l'habitat uniforme et sans vie qui en peu de temps tuerait l'architecte et l'entrepreneur au profit de firmes puissantes qui fabriqueraient des maisons comme des automobiles. » D'ailleurs, ainsi que nous l'avons écrit précédemment, la préfabrication n'est pas une panacée. Aussi écrit-il qu'il faudrait toujours de nombreux corps de métier sur chantier pour monter un primosquelette en béton armé, jointer les éléments, en réaliser les finitions, etc. La préfabrication était telle au sortir de la Seconde Guerre mondiale qu'elle impliquait des logiques de volume. Il fallait construire beaucoup pour rentrer dans les frais d'acquisition des machines. Un chantier de grand ensemble pouvait ainsi donner naissance à une entreprise de construction. Mais la préfabrication n'était pas nouvelle. Le principe de bloc sanitaire fini en usine existait déjà, consistant à assembler en un seul module des éléments techniques déjà montés, équipés et gainés qu'il suffit alors de raccorder au reste de l'édifice. Les logements et équipements provisoires préfabriqués, dont la nécessité était devenue une évidence, étaient alors envisagés comme démontables et réemployables en grande partie pour les logements définitifs qui suivraient. C'était sans compter la durée réelle du provisoire,
et la complexité pour les concepteurs suivants d'intégrer des éléments utilisés et déjà anciens. P. Mélan conclut sa préface de l'édition de 1946 de l'architecture d'aujourd'hui par une définition éloquente. La préfabrication libérera l'architecte de toutes les sujétions actuelles de la construction et lui permettra de se consacrer entièrement à sa haute mission qui est de concevoir avec art l'habitat en fonction de l'homme. Ayant choisi les éléments et les ensembles préfabriqués, déterminer l'ordonnancement et leur composition, suivant la trame normalisée, il laissera au bureau d'études de l'ingénieur ou de l'entrepreneur le soin et la responsabilité de la réalisation. Les rendez-vous de chantier ne seront plus qu'une inspection et un contrôle de l'avancement des travaux, avancement qui peut être déterminé sur un diagramme puisqu'il n'y a plus d'imprévu. Au début de son essor à la reconstruction, la préfabrication n'était déjà perçue comme possible et qualitative qu'à condition d'une collaboration intime de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur. Et tandis que les nouvelles technologies sont sur le point de transformer une nouvelle fois le processus de préfabrication de l'habitat, se pose alors tout à nouveau la question récurrente de la relation entre architecture et industrie. Actuellement, la production mondiale de logements préfabriqués représente en majorité des maisons individuelles, mais le nouvel essor de la préfabrication tridimensionnelle pour l'édification d'immeubles de logements collectifs au sein des grandes métropoles ainsi que les enjeux environnementaux actuels de densification urbaine vont certainement rééquilibrer cette proportion avec la production d'une plus grande variété de typologies de logements urbains. Malgré les échecs commerciaux subis même par certains des plus grands architectes, le potentiel de la préfabrication demeure intact. Bien plus, son intérêt se trouve ravivé depuis quelques années, quand dans le même temps les technologies numériques ont commencé à y prendre part. L'offre abondante de magazines et d'émissions consacrées à l'architecture et à la décoration a contribué à rendre le grand public participant de l'acte de bâtir et à se réconcilier avec la préfabrication, dont la qualité constructive. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.